Salut YouTube, après 4 jours à la fête de l'enfer, il est temps de faire un petit report. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. C'est un petit peu une tradition, tous les ans je vous sors un report sur ce que j'ai pensé du Hellfest, les concerts que j'ai fait, ma propre petite opinion du festival et tout ce qui va bien. On va séparer ce report en 5 parties. Première partie, le Hellfest en lui-même, c'est-à-dire l'infrastructure, l'organisation, qu'est-ce que j'en ai pensé cette année. Deuxième partie, le Knotfest. Partie 3, le jour 1, puis le jour 2, puis le jour 3. Partie 1. Le festival. Alors je sais que je sors cette vidéo un petit peu en pleine polémique par rapport au Hellfest et surtout par rapport à la gestion de crise du Hellfest, puisque comme vous l'avez probablement entendu parler, il y a eu une affaire qui a été très médiatisée d'une personne qui portait des accusations de viol qui se serait déroulées au Hellfest. Les screenshots de l'article, etc. ont fait globalement le tour des réseaux sociaux, je pense que vous les avez tous vus. On n'est pas forcément là pour polémiquer dessus, pour dire qui a raison, qui a tort, etc. Ce qui est sûr, c'est que le Hellfest a fait un communiqué de presse qui était globalement assez maladroit et effectivement, même si je considère globalement que le Hellfest est un festival qui est globalement plus safe que la plupart des festivals grand public, ça n'en reste pas moins un endroit où effectivement il y a des agressions chaque année. Et pour ceux qui vont dire blablabla c'est la faute aux touristes, etc., je vous rappelle qu'il y a déjà eu ce genre d'affaires genre en 2011-2012 à l'époque où c'était pas du tout Touristland. Alors après voilà, est-ce que c'est la faute du Hellfest? Pas forcément, c'est la faute des mecs qui violent et c'est la faute des mecs qui agressent. Après il est vrai que le Hellfest n'a quasiment jamais mis en avant le fait que c'était un vrai problème. J'ai un peu l'impression que ça fait plusieurs années que le Hellfest fait un petit peu genre on cache ça sous le tapis, on fait comme si rien n'existait et on continue à prôner notre bonne image de festival peace and love. À un moment il va quand même falloir adresser le problème, que ça soit en termes de campagne, d'annonces, etc. Alors certes cette année on a eu 2-3 notifications sur l'appli nous disant d'être cool avec les festivalières, oui merci. Alors bien sûr il n'y a pas de manière miracle ou quoi que ce soit, je pense juste que par contre il faut vraiment que le Hellfest adresse ce problème et l'adresse correctement, pas en disant des trucs du genre ah peut-être qu'aimant, blablabla, arrêtez de se dire la mauvaise image du Hellfest. Au-delà de ça, et comment vous dire, le Hellfest globalement, on est habitué depuis plusieurs années, c'est un festival 5 étoiles. Le Hellfest est un festival où globalement c'est relativement propre, je suis même allée pisser sur le camping le lundi matin et les chiottes étaient encore propres, et il y avait encore des toilettes, un truc qui était totalement inenvisageable en 2007 ou en 2009. Globalement, il y avait assez d'eau, les points d'eau ne sont pas tombés en rade comme ça a pu être le cas lors des précédentes canicules. Globalement, le Hellfest est un festival qui roule, on voit que les mecs ils possèdent le terrain et que du coup, chaque année, globalement, le festival est de mieux en mieux organisé, il y a de moins en moins de reproches à faire. Je rentrerai pas dans les reproches de blablabla, les touristes, etc. parce que maintenant, il faut se l'avouer, le Hellfest est un très très gros festival, c'est un festival qui est reconnu à l'échelle non seulement française mais aussi européenne, voire même mondiale, puisque j'ai parlé avec des Américains quand j'étais à Okinawa et qui m'ont dit « Waouh, c'est trop bien, en France vous avez le Hellfest ». Reconnu, donc évidemment qu'aujourd'hui le Hellfest ne sera plus jamais le Hellfest 2007 et en même temps est-ce qu'on a envie de revenir à l'organisation du 2007? Je ne pense pas. Et si je veux des choses plus intimistes, si je veux des conditions peut-être plus roots mais aussi moins de monde, je vais aller à d'autres festivals et notamment normalement je serai au Motok. Et l'autre avantage que je trouve au fait que oui aujourd'hui la majorité de la population c'est une population qui vient voir les main stage, qui vient voir du métal entre guillemets mainstream, du métal moderne ou ce genre de choses, bref. Il est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un festival où il y a énormément de monde sur les main stage et vraiment très peu de monde sous la Temple et la Altar. C'en est presque parfois déprimant quand on voit que Carpathian Forest ont joué devant vraiment une poignée de personnes. Donc ça a des avantages et des inconvénients parce que globalement pour moi qui passe mon temps sous la Temple et sous la Valley, si on nommait évidemment les groupes de Pagan Poète Poète, il n'y a pas tant de monde que ça là au concert où je vais. Les sous qu'a le Hellfest, ça leur permet aussi de faire venir des têtes d'affiche ou des groupes qui sont vraiment très très rares en France, je pense à Icebreaker cette année ou évidemment à Sisters of Mercy que j'aurais pas forcément vu à l'affiche d'un festival métal. Par contre, effectivement, la circulation sur la site du Hellfest est ultra difficile. Passer 17h, 18h, faire des trajets entre la Temple, la Altar et les main stage, c'est vite la galère. Il faut compter parfois 15-20 minutes pour aller faire ce pauvre trajet et du coup forcément tu loupes des groupes. Donc voilà pour le festival en lui-même, un festival bien organisé mais qui a pour moi deux axes qu'il faut réellement travailler, la prévention et notamment la prise en compte des retours des festivalières et la circulation.
Parce qu'aujourd'hui, globalement, c'est un festival qui roule. La cashless, il n'y a pas eu de problème. J'ai mangé une fois sur le festival, ce qui m'arrive généralement pas parce que j'amène ma propre bouffe, mais 4 jours là, c'était trop compliqué. La cashless, ça fonctionne bien. Il n'y a plus les galères pour entrer sur le site le premier jour. Le Hellfest s'améliore d'année en année, mais il y a encore ces 2 gros points noirs pour moi qui seront à améliorer pour avoir un festival parfait. Du coup, on passe direct au premier jour en enfer, le Stunfest. Il se trouve que la place m'a été offerte, donc j'y suis allée, mais globalement, de moi-même, je n'y serais pas allée. Pourquoi? Tout simplement parce que certes, l'affiche était plutôt pas mal, hein, je veux dire, il y avait Behemoth, Rob Zombie, etc. Mais c'était que des groupes que j'avais déjà vus, que des groupes qui allaient être sur les main stage, donc pas forcément dans des conditions ultra géniales. Et puis globalement, Slipknot, j'en ai rien à battre. Le bon côté, c'est que le Stunfest a permis aux gens d'arriver pour un bon nombre d'entre eux le mercredi, ce qui fait que quand on est arrivé, nous, le jeudi vers midi, la file normale pour aller poser sa tente et tout, il n'y avait pas de queue, c'était plutôt pas mal. Les portes du Knotfest se sont ouvertes à peu près aux alentours de 16h, mais c'est là où tu vois que le Knotfest n'est pas aussi bien organisé que le Hellfest, puisqu'il y a eu un certain nombre de retards sur le planning, pas énorme, hein, mais globalement tous les groupes avaient une quinzaine de minutes de retard. Alors je dirais rien sur le musée Slipknot parce que je l'ai trouvé nul à chier et sans aucun intérêt. Il y avait un pauvre chapiteau avec des masques et des éléments de leur clip, mais vu que je suis pas du tout une fan de Slipknot, ça m'a pas du tout parlé. En termes de groupe, il y a 2 concerts qui m'ont vraiment marqué. Donc le premier, c'est Behemoth, mais je crois que Behemoth c'est un groupe que je vois à peu près tous les ans. Et ça fait un bon moment que le show de Behemoth ressemble à rien de plus qu'un show de Behemoth. Et à force d'avoir vu toujours le même show, et en plus là, ils étaient en plein jour, c'est pas forcément aussi bien qu'au tout début, voilà. Le deuxième concert dont je voulais vraiment vous parler, c'est Rob Zombie, parce que si vous avez regardé mes reports précédents, vous savez que généralement, j'ai une super mauvaise opinion de Rob Zombie en live, puisque je l'ai déjà vu, je crois, 2 fois, et les 2 fois, c'était nul à chier, dans le sens où je trouvais que Rob Zombie n'a plus du tout son souffle, et qu'il était vraiment fatigué, qu'il massacrait ses propres morceaux, qu'en gros il faisait des pauses de genre 5 minutes de blabla entre chaque morceau, et il se trouve que le show était super. Je vais pas dire parfait, mais en tout cas Rob Zombie avait énormément d'énergie, là cette liste c'est enchaîné, il n'y avait pas de grosses pauses de blabla de merde, etc. Beaucoup de changements de costumes, beaucoup de changements de guitare, donc pas mal de choses qui se passent sur scène pour te garder un petit peu éveillé. Je révise tout ce que j'ai dit sur Rob Zombie. A priori, les bons jours, Rob Zombie est capable de faire de très très bons shows. L'ambiance dans le public était plutôt bonne et tout, donc vraiment très très bonne surprise. Je suis contente d'être allée au Knotfest juste pour Rob Zombie. Après, je suis restée regarder le concert de Slipknot. Je trouve ça nul en album, je trouve ça nul en live. Le charisme de Corey Taylor, je trouve toujours qu'il est à peu près au 36e dessous. Désolé les fans de Slipknot. Donc je suis même pas restée jusqu'au bout et je suis allée pioncer, voilà. Parce que je suis une mamie et ça va être un petit peu un thème récurrent dans ce report. Globalement, 4 jours de Hellfest, c'est beaucoup. Je crois que dans la conférence de presse, Ben Barbeau a dit qu'il n'était pas prévu que le Hellfest passe à 4 jours. Et je ne peux que l'espérer, j'ai pas envie que le Hellfest passe à 4 jours, je trouve que 3 jours c'est très très bien. Jour 1, premier vrai jour du Hellfest. L'herbe sous les tentes est encore verte. D'ici quelques heures, sous la Altar et la Temple, ça sentira le moisi parce que l'herbe a décidé de fermenter cette année sous ces tentes. Et d'ici quelques heures, sous la vallée, ça sentira un autre type d'herbe parce que la vallée est toujours égale à elle-même. Non, j'ai commencé avec Aorlak qui était, je crois, le 2e groupe de la Temple. C'est certains d'entre vous qui me l'ont conseillé. C'est du black metal auvergnat que je ne connaissais pas du tout. J'avais même pas écouté en album. Ils m'ont fait une très bonne impression. Donc c'est du black metal de la Temple à 11h du matin, hein. On va pas se mentir, c'est pas non plus transcendant, mais le groupe français a fait vraiment un bon show. J'ai trouvé ça intéressant de voir un groupe de black metal d'Auvergne, donc globalement j'ai plutôt apprécié, c'était une bonne surprise et une manière assez agréable de débuter le fest. Par la suite, j'ai continué dans la veine groupe français puisque je suis allée voir Black Rain. Donc faut savoir que c'était la journée, il me semble, sur la main stage 2 qui était 100% française. Alors il n'y a pas beaucoup de groupes français que j'aime, mais j'aime énormément Black Rain tout simplement parce que j'aime énormément le glam, au cas où vous l'auriez oublié. C'est efficace sur scène, ça envoie bien. Le glam, si on aime, c'est toujours très 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 efficace. Vocalement, j'ai trouvé que Swan, le chanteur de Black Rain, assurait plutôt bien, tout comme en album. Après, c'est vrai que moi je préfère les anciens albums et pas forcément les 2 derniers, mais là cette liste était assez équilibrée, ils ont joué assez peu de temps et en plein soleil, mais pourtant l'énergie était là. C'était rafraîchissant pour le matin. Après cela, je suis passée vite fait devant Uada, puis après vite fait devant Trollfest. Donc Trollfest, c'est pas ouf en album, j'y serais bien allée, mais quand j'ai vu la gueule de la Temple, qui comme pour tous les groupes de folk est absolument insupportable, c'est
une constante. La temple, elle est vide pendant à peu près 80% du temps. Les 20% du temps, c'est le folk où elle est complètement bondée. Un autre concert dont je voulais vous parler, mais qui est pas forcément en bien, c'est Impal Nazaren. Donc je crois que je les avais déjà vus une fois, je sais plus où, je crois au M-Fest. Comment vous dire que sur scène, le jeu de scène est absolument inexistant. Le chanteur est ridicule au possible. Enfin, le chanteur, il avait un vieux 666 écrit au col sur son front et son jeu de scène se limitait à faire des expressions du genre... En termes de son, c'était pas trop mal, mais en termes de ce qui se passait sur scène, vraiment, c'était juste pas possible. Et du coup, après Impal Nazaren, je suis allée voir Ultra Vomit. Donc, est-ce que j'ai besoin de présenter Ultra Vomit ? Non. Est-ce qu'il y avait énormément de monde devant la main stage? Oui. Est-ce que je suis Team Pipi? Oui. Est-ce que c'est de l'humour de beauf? Oui aussi, mais est-ce que c'est extrêmement efficace? Oui aussi. Donc je suis restée assez loin parce que j'ai appris depuis que Ultra Vomit viennent faire un concert en octobre à Blois. Donc je me suis dit, bon, de toute façon je les verrai à Blois, voilà, on va pas se pousser. Mais même en étant assez loin, il y avait quand même une ambiance de folie dans le public. Là, cette liste était très très bien. J'aime Ultra Vomit, je sais que c'est ultra beauf, je sais que c'est de l'humour pipi caca. Mais que voulez-vous, j'aime cet humour pipi caca. Ultra Vomit, ça me donne toujours le sourire. Entendre que ça soit leurs plus vieux morceaux ou les plus récents, et ben ça me file la patate. Je trouve ça drôle, je trouve ça bon enfant, parfois de mauvais goût, mais que voulez-vous, et ben j'aime beaucoup Ultra Vomit. Et entre deux concerts de black, et ben ça me fait vachement plaisir. Parmi les concerts non prévus, je suis allée voir Venom Inc. Donc ils se sont séparés en deux et moi j'avais vu l'autre Venom et c'était chiant comme la mort. Du coup à partir de là je m'étais dit ouais, Venom en live, pouf pouf pouf. La pote avec qui j'étais à ce moment là m'a dit si tu vas voir, c'est bien, c'est comme si tu voyais Venom mais quand ils étaient encore jeunes et qu'ils avaient la patate et tout. Le fait que ça soit un autre chanteur ça joue en rien et tout machin, et bah c'est vachement mieux que Venom tout court, en tout cas en live, dans le sens où il y a de l'énergie, il y a de la patate, ça envoie sec, ça joue à la bonne vitesse. C'était une très très bonne surprise. Du coup, si vous avez les mêmes a priori que moi, je peux que vous conseiller, si vous voyez sur l'affiche d'un fest où vous allez Venom Inc., allez les voir parce que bah, ça vous réconciliera avec le Venom en live en fait. Et du coup, ça rend encore plus triste ce qui est devenu le Venom tout court parce que vraiment, il y a juste aucune commune mesure. Ce que j'avais vu au Fall Off, c'était juste indigne. Voilà. Du coup, après Venom, je suis allée voir Uncle Acid and the Dead Beats. Donc, bah, c'est du bon stoner des familles, bien péchu, qui est bien progressif, qui rentre bien dedans. C'est du groupe de la Vallée, c'est toujours sympa à aller voir. Après, est-ce que ça m'a transcendé? On va être honnête, non. Mais ça reste un très bon moment à passer. Et ensuite, pour clore cette première journée, je suis allée voir Hellhammer. J'en attendais pas grand-chose, mais Hellhammer, c'est quand même un sacré monument de la scène. Du coup, je suis allée les voir et j'ai été vraiment surprise en bien. Donc, il me semble que c'était genre uniquement leur deuxième concert, quelque chose comme ça, puisqu'ils ont fait une date au Roadburn avant. Ce qui fait que bon, sur scène, ils avaient les paroles et les partitions, etc. Ce qui fait toujours un peu bizarre quand on voit ça de la part d'un groupe de black. Le jeu de scène était vraiment pas mal. Je ne suis pas du tout ennuyée. Après, j'avoue que la discographie de Hellhammer, c'est pas forcément le truc que je connais le plus par cœur, mais j'ai passé un très très bon moment et c'est une très bonne manière de finir le fest pour ce jour-là. Oui, parce que globalement, j'avais absolument rien à foutre des têtes d'affiche. Je me rappelle même pas qui c'était et je sais que j'avais un énorme trou si je voulais attendre jusqu'à Gojira et j'étais trop fatiguée pour ça, donc j'ai fait ma mamie et je suis allée me coucher genre à 23h30. Jour 2, le paradis de la goth. Car oui, le jour 2, c'était genre, je crois, une des affiches les plus denses du Hellfest pour moi, puisque j'ai fait quasiment du début à la fin. C'est-à-dire, j'ai pas fait l'ouverture, mais j'ai fait Chargot, qui était, je crois, le deuxième groupe. Donc, Chargot, c'est un groupe de métal industriel français, qui est sur la ligne un petit peu de Punish Yourself, c'est-à-dire que ça dépote sévère, mais en plus, scéniquement, c'est ultra intéressant, puisque globalement, tous les Chargot sont totalement en noir. Je pense qu'il faut monter à eux seuls le prix de l'action du cirage kiwi, voilà. C'est ultra dynamique, le chanteur a une pêche de ouf et en plus ils sont venus sur scène, donc c'était quand même un concert à genre 11h du matin, hein, donc pas forcément le truc le plus attendu. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde sous la temple et en plus ils sont venus non seulement avec le groupe normal, mais avec leurs danseurs, leurs personnes qui viennent intervenir sur scène, etc. Globalement, Chargot, c'est
c'est un groupe où il se passe toujours quelque chose visuellement sur scène, qui a une pêche qui est incroyable. On ne s'ennuie pas pendant un seul moment, là cette liste était top, et je pense, sans vraiment trop m'avancer, que Chargot était vraiment un de mes coups de cœur de ce festival. Si vous avez l'occasion, allez écouter Chargot. Moi c'est vraiment une découverte, j'apprécie assez ce qu'ils faisaient sur CD et tout, mais là ce qu'ils ont fait en live, ça m'a vraiment donné envie d'aller les revoir. Après cela, toujours sous la Temple, je suis allée voir Dool. Donc Dool, c'est un groupe hollandais qui a été fondé en partie sur les cendres de The Devil's Blood. Et effectivement, on retrouve dans la musique de Dool quelque chose qui est assez proche de ce que faisait The Devil's Blood, dans le sens où on a des mélodies assez lancinantes qui prennent leur temps pour se développer, une voix très particulière. De même, tous les musiciens sont vraiment possédés par leur musique et ça m'a rappelé scéniquement, si on enlève le sang et le côté totalement allumé de Selim Lemouchi, ça m'a rappelé vraiment The Devil's Blood. Donc Dool, ils ont un seul album qui est sur Spotify, donc forcément la setlist faisait la part belle à cet album là. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde parce que c'est pas forcément un truc ultra énervé, c'est vraiment un truc assez occulte qui prend son temps pour se développer et tout, mais si vous avez aimé The Devil's Blood ou si vous aimez des trucs comme Tribulation, etc., allez écouter Dool, vous serez vraiment pas déçus. Et pour rester dans l'intensité scénique, je suis après allée voir Montar. Sous la Valley, je saurais pas vraiment les définir, c'est un duo, c'est-à-dire il y a juste un guitariste et un batteur, ils sont allemands, et d'un point de vue intensité scénique, pour moi, il n'y a qu'un groupe qui les a dépassés cette édition, c'était Envy, c'est-à-dire qu'ils sont que deux, mais le guitariste est totalement habité par sa musique et la vie tellement à fond qu'il nous entraîne dans ce monde. En plus, la musique de Montar, c'est vraiment une musique qui est à la fois assez lourde, qui prend du temps à se développer mais qui te prend aux tripes en même temps. Je les avais déjà vus en live une fois et à chaque fois je suis vraiment épatée par l'intensité, par le charisme du guitariste qui devait être en train de baigner dans sa propre sueur. C'est une setlist qui est sans temps mort, qui est vraiment très très intense et qui te roule dessus comme un rouleau compresseur globalement. Et après ça, je suis allée sur la main stage pour aller voir Icebreaker. C'est un groupe de métal industriel allemand. Icebreaker, c'était leur toute première date en France puisque le metal goth industriel, c'est pas forcément le truc qui marche le mieux chez nous. Icebreaker, c'était ouf parce que les musiciens sont ultra efficaces, extrêmement carré, mais qu'en plus leur leader est vraiment adorable. Enfin, le mec parlait énormément français, d'ailleurs il avait un très très bon niveau de français avec beaucoup d'humour, beaucoup de bons jeux de mots. Vraiment le mec c'était peace and love, aimons-nous les uns les autres, alors qu'il fait du gros métal indus de gogotte assez dansant. J'ai vécu un super bon moment avec Icebreaker. On n'était pas tant que ça devant la scène parce que je pense que c'est pas forcément un truc qui est très 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 connu. Donc Icebreaker, ça te donne la pêche, ça te met de bonne humeur, le chanteur il est trop bien. C'était leur toute première date en France et j'espère pas leur dernière parce que quand ils repasseront, j'irai clairement les voir. Et puis quand je vous disais que cette journée était juste ouf, et bien après ça il y avait Moonspell, il y avait putain de Moonspell. Il y avait énormément de monde devant la altar, mais vraiment énormément de monde. Je sais pas si les gens voulaient de l'ombre ou si Moonspell est devenu extrêmement populaire depuis la dernière fois, puisque j'ai souvenir qu'ils avaient joué sous la altar à l'époque où les deux scènes étaient encore face à face, donc on devait être, je sais pas, 2013-2014 peut-être. Et globalement, il n'y avait pas tant de monde que ça du tout à l'époque, hein, mais pas du tout. Donc Moonspell, je vous l'ai déjà dit, c'est un groupe que j'adore et que j'adore aussi en live, notamment depuis qu'ils ont sorti leur nouvel album qui est totalement en portugais et qui est juste une date genre 1700 ou 1800 ou je sais pas quoi. Mais Moonspell sont emmenés par un leader, donc Fernando Ribeiro, qui est extrêmement charismatique, qui a énormément d'énergie sur scène. À chaque fois, c'est chanté relativement juste, c'est bien interprété et en plus, depuis quelques temps, Moonspell commence à avoir pas mal d'accessoires sur scène. Donc il a son masque de médecin de la peste, il y a une sorte de croix avec des lasers, même si on voyait pas les lasers et que ça faisait un peu tiep. Voilà, truc de portugais bricolé à l'arrache. Le set était trop court, hein, ils avaient qu'1 heure. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, la setlist était bien. Ça faisait la part belle à la fois au nouvel album, mais tout en conservant évidemment les classiques habituels, le Full Moon Madness, etc. Et une fois Moonspell fini, après m'être plaint du fait qu'il y avait trop de monde, c'était l'heure de Combi Christ. Donc Combi Christ, pareil, c'est de l'électro-goth normalement. Je les avais déjà vus une fois, mais je les avais vus en club
à Londres avec un set uniquement électro-goth. Donc là, on était plutôt sur un set un peu plus métal quand même, puisque bah, ils avaient leur guitariste et tout. Et je pensais que vu que bon, Combi Chris, c'est quand même un truc de goth, pas forcément le truc le plus populaire ces derniers temps dans le métal et tout, je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde sous la Temple. Cruelle erreur. La Temple était bondée comme si c'était du folk. J'ai rien compris, donc j'ai été très surprise, mais ça veut bien dire que du coup il y a une scène Metal Indus, donc du coup, et bah le Hellfest l'année prochaine, vous nous mettez une tête d'affiche Nine Inch Nails et vous nous faites une belle affiche. Si on nommait le monde, Combi Chris ont sorti vraiment un set qui était vraiment super entraînant, sans aucun temps mort. Je suis admirative de l'énergie de leur guitariste aussi. Leur concert a été filmé par Arte et est en ce moment disponible sur YouTube, donc allez le voir si vous voulez découvrir un peu Combi Christ, voir comment c'est en live. J'ai été assez épatée de la différence entre le concert que moi j'avais vu en Club Goth à Londres versus le concert là qui était vraiment un concert métal, etc. Et j'ai été aussi surprise par l'ambiance puisque le public qui était là était un public qui était là pour Combi, dans le sens où ils connaissaient les paroles, ils scandaient avec le groupe. Ils étaient déchaînés, peut-être un peu trop déchaînés, il y avait un côté un petit peu Hailstorm sur certains points, hein, les vieux drapeaux de merde et tout, qu'est-ce que ça fout à Combi, je ne sais pas. Mais en tout cas, une bonne surprise, malgré le monde, je pense qu'ils auraient carrément mérité leur place sur une grande scène. Retour sous l'altar pour Candlemas, donc Candlemas ont encore changer de chanteur. Alors évidemment, je préférais quand ils avaient Matt Sleven au chant puisque je suis une très grande fan de Matt Sleven qui est un des anciens chanteurs de Therion, mais là ils ont renoué avec leur tout premier chanteur et ont interprété majoritairement Epicus Domus Metallicus. Chanteur avant Matt Sleven, c'était une purge. Autant celui-là faisait vraiment bien le taf, il a une très belle voix. Car oui, bah du coup je suis allée à Candlemas plutôt que d'aller à Within Temptation. J'ai regardé un petit peu après sur YouTube comment était le concert de Within et honnêtement je trouve que non seulement la setlist elle était pas ouf, mais ça c'est une question de goût, mais en plus j'ai trouvé que c'était vraiment assez limite. Within nous a habitués quand même à des shows vachement grandiloquents avec des sortes d'estrades, des endroits où les gens peuvent aller, etc. où Sharon se déplace pas mal, machin et tout. Là ça me semblait vraiment un concert vraiment chill, peace and love, on n'en fout pas une, donc bon, je regrette pas de ne pas être allée voir Within. Et après Candlemas, c'était Envy. Et alors là, Envy, eh bah c'est ma claque absolue de tout le Hellfest. Envy, donc c'est un groupe qui est classé dans du post-metal, enfin dans du post-machin chose, je sais pas trop quoi, japonais, et qui est d'une beauté, d'une intensité, d'une violence, d'un désespoir à couper le souffle. Les concerts de Envy, non seulement la musique de Envy est très belle, mais en même temps très sombre. Personnellement, je considère que Envy, c'est la BO pour mourir. Envy, c'est cette sorte d'opposition entre la beauté ultime et le désespoir et la noirceur. En plus de cela, le chanteur de Envy, qui est aussi le claviériste par moment, est juste possédé de chez possédé par sa musique. Ça donne une prestation qui est très intense, donc non seulement les morceaux de Envy sont ultra intenses émotionnellement, mais en plus scéniquement c'est extrêmement intense. C'est un concert dont tu ne ressors pas indemne. Et je vais vous avouer que j'étais à deux doigts de pleurer pendant tout le concert parce que c'est vraiment une musique qui te prend aux tripes et en plus qui est chantée en japonais. Donc voilà, il y avait tout un tas de trucs qui fait que Envy a été mon concert préféré de tout le Hellfest, que Envy c'est un groupe que j'adore, que musicalement c'est vraiment tellement beau et tellement sombre en même temps. Après Envy, on va le reconnaître, j'étais pas en super forme et puis de toute manière après un concert aussi intense, qu'est-ce qui peut rivaliser ? Mais je suis quand même allée voir Cradle of Filth. L'état de Danny Filth, ce qu'il a pris ou pas auparavant du concert, c'est soit génial, soit nul à chier. Donc ici on était plutôt sur un bon show dans le sens où les petits cris de cochon de Danny étaient plutôt réussis. Après ça reste Cradle, donc ça reste des petits cris de cochon, hein, voilà. Donc là c'était la tournée Cruelty and the Beast, donc ils jouaient majoritairement cet album, même si à la fin ils ont quand même joué Nymphétamine, etc. Autant je vais être honnête avec vous, Cruelty and the Beast c'est pas un des albums que je connais le plus de Cradle, donc à peu près toute la première partie du set m'a laissé... Par contre, à partir du moment où ils ont commencé à sortir les classiques, genre Nymphétamine et compagnie, là c'était vachement bien. Et je crois que c'est la toute première fois depuis toutes les fois que je vois Cradle où je n'ai pas ragé parce qu'ils ont massacré Nymphétamine. Et enfin, le tout dernier concert que je suis allée voir ce jour-là et que j'attendais énormément, c'était Sisters of Mercy. Donc Sisters, mais on m'avait dit le pire sur leur concert, ce qui fait que je m'attendais vraiment à du caca. Sisters of Mercy, j'étais tout devant. Du coup, au niveau son...
Vraiment, il n'y avait pas grand chose à dire, hein. J'ai trouvé que les balances étaient bien, mais un pote qui était plus derrière m'a dit que c'était du gros caca, que la voix était sous-mixée, etc. Donc je ne sais pas. Scéniquement, Sisters of Mercy, ce que tu vois surtout, c'est de la fumée. Le chanteur n'est pas forcément le chanteur le plus charismatique au monde, mais il avait au moins fait l'effort d'être vaguement présentable. Et la setlist était vraiment très très bien, et même si c'est pas le meilleur concert que j'ai fait, que scéniquement c'est pas le meilleur show que j'ai vu, etc. La setlist était très très belle et ça me fait quand même extrêmement plaisir d'entendre des morceaux qui pour moi sont cultes, d'entendre Discorrosion ou d'entendre Temple of Love en live, bah ça fait vachement plaisir, même si bon je trouve que Temple of Love niveau chant elle était pas transcendante, etc. Je suis contente d'avoir vu Sisters, mais clairement ce n'est pas un de mes concerts préférés du festival, c'est pas un de mes plus pourris. Jour 4 en enfer, 3e jour de Hellfest, je suis un déchet. Ce fut à peu près la phrase que j'ai le plus prononcée de la journée. Je suis un déchet. Du coup, le dimanche, honnêtement, je me suis pas foulée. Je suis allée voir un certain nombre de concerts quand même, qui étaient vachement cool. Et le premier que je suis allée voir, c'est Gold. Je vous ai déjà parlé de Gold, qui est vraiment une sorte de rock un peu psyché à chant féminin. Que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'adore. Donc ils sont hollandais, la voix de la chanteuse est magnifique, c'est vraiment très accessible et je connais des personnes qui sont passées totalement à côté. Personnellement j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était trop court, mais l'intensité du concert était vraiment là, vocalement c'était vraiment top. Donc Gold, je confirme, j'ai beaucoup aimé, j'aurais juste aimé que ça dure plus longtemps. Après cela, je suis allée voir Messa. Donc Messa, c'est un groupe de doom progressif italien, emmené là aussi par une chanteuse qui a des cheveux magnifiques. J'ai découvert Messa il y a quelques semaines et j'adore leur univers qui est à la fois très lourd mais en même temps très éthéré, très progressif, avec cette voix vraiment du coup éthérée qui est vraiment magnifique. Donc j'ai adoré Messa, mais je connais des gens qui ont trouvé ça juste chiant. Donc après c'est du doom, donc c'est assez lent. Je peux que vous conseiller d'aller découvrir ce groupe. Je pense que si vous aimez les trucs genre Swallow the Sun et compagnie, vous aimerez Messa, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Après ça, j'ai fait une grosse pause où je suis notamment passée à l'Extreme Market m'acheter 2-3 trucs pour décorer mon appart et notamment de futures nouvelles affiches parce que youhou. Après ça, je suis allée voir Lucifer's Child, qui est un groupe de black metal grec, si ma mémoire est bonne, qui est un black metal assez entraînant, assez martial, pas trop violent, mais plus on est à mi-chemin sur du Rotting Christ ou ce genre de choses, vous voyez, avec des hymnes assez scandés, etc. Ce que j'ai adoré, c'est que les mecs de Lucifer's Child, ils étaient à fond d'un bout à l'autre, vraiment ultra contents d'être là, vraiment sans temps mort. Après, c'est pas le groupe le plus original au monde, mais c'est du black and roll tout à fait entraînant, tout à fait agréable à écouter en plein après-midi, avec une bonne communication avec le public, avec vraiment, il y a toujours quelque chose à regarder sur scène. Vraiment, j'ai rien à redire, j'ai beaucoup aimé le concert de Lucifer's Child et je les reverrai volontiers à l'occasion. Après, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Après ça, je suis allée voir Acid King, et Acid King, c'est du doom, avec une chanteuse, donc c'est bien planant, hein, c'est du Electric Wizard-like, hein, donc c'est bien planant, c'est bien agréable. Après, est-ce que j'en garde un souvenir transcendant? Non, mais c'était quand même sympa. Après cela, j'ai voulu aller voir Skald ou Skald, je sais pas comment on dit, du folk, sous la Temple, avec un trip acoustique, Jean-Michel Viking. J'ai regardé la série Je m'habille comme Ragnar, qui en plus sont français, donc ils n'ont aucune espèce de légitimité à faire de la musique viking. C'était plein de ouf sa mère, c'était plein tellement que ça en débordait. J'en peux plus de cette hype autour de la musique viking traditionnelle. Autant Wardruna et Eilung, c'est un peu leur culture, mais alors des Français, what the fuck? Enfin, je veux dire, le Hellfest, il le sait qu'en ce moment, c'est la mode du viking, que c'est le Jean-Michel Viking. Oulala, j'ai vu Ragnar, je vais me raser les côtés. Enfin, je veux dire, on le sait que c'est ça la grande mode du métal en ce moment. Du coup, qu'est-ce que tu fous à programmer un groupe qui est ultra accessible sous cette putain de temple? Enfin, voilà, ça me saoule. J'en peux plus de la temple bondée, j'en peux plus du folk programmé sous la temple et j'en peux plus de Jean-Michel Viking. Voilà, ça c'est dit. Et pourtant, je vous jure, j'adore Eilung. Hein. Du coup, pour me rattraper, je suis allée voir Slash. Slash en live avec Myles Kennedy, c'est toujours bien. Ils ont joué que 2 morceaux des Guns, mais en même temps, les nouvelles compositions de Slash, elles passent quand même vachement crème en live. Du coup, c'était quand même agréable. J'ai pas détesté, même si j'aurais bien sûr voulu plus de morceaux des Guns, puisque je ne suis là que pour ça, je l'assume à 100%. Cependant, j'adore Myles Kennedy. Slash, écoute, il joue toujours bien.
Après ça, c'était la pause. Hein, voilà, Carpathian Forest en live, c'est toujours nul à chier et il jouait devant une toute petite poignée de personnes. Il y a le live de Carpathian Forest sur YouTube, je pense qu'on peut s'arrêter là, vous pouvez aller le voir et vous vous ferez votre propre idée, mais elle sera pas positive. Et enfin, de quoi finir le Hellfest sur une bonne surprise. Tool. Alors Tool, c'est un groupe que j'adore et que j'attendais de voir au Hellfest depuis très longtemps, ils ont été même devenus un running gag. Du coup, je suis allée voir Tool et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est assez surprenant. Globalement, en fait, Tool, c'est pas du tout un concert comme tu peux t'attendre, mais globalement, Tool, c'est plutôt un son et lumière avec musique. Ce que je veux dire, c'est que Tool utilise tous les écrans pour diffuser non pas des images du groupe, hein, on ne voit jamais le groupe à l'écran et on ne voit jamais James Maynard qui est toujours dans l'ombre, dans le fond de la scène. D'ailleurs, j'avais déjà vu qu'il faisait ça avec son groupe Puscifer et je pensais pas que c'était récurrent, mais a priori, c'est sa signature, il est toujours dans le fond, sans aucune lumière, donc tu le vois jamais. Globalement, Tool utilise tous les écrans à sa disposition, plus tout un phénomène de lights, etc. Vraiment, leur ingé light, c'est juste une tuerie parce que ça fait des tableaux qui sont magnifiques avec en plus la musique qui est vraiment tripesque de Tool, hein, c'est du Tool quoi. Du coup, c'est plus une expérience et un son et lumière qu'un concert comme on a l'habitude de le faire, ce qui fait que quand tu veux aller voir Tool, c'est pas forcément besoin de te mettre tout devant. Tu vois même mieux de loin quand tu peux admirer vraiment le travail de lumière qui est fait. Du coup, j'ai apprécié, je connaissais donc les morceaux de Tool, donc tu rentres assez dedans. Par contre, c'est vrai que du coup, pour moi, ça manque d'une certaine intensité. Par exemple, l'intensité qu'a pu avoir Envy pour moi. C'était beau, j'ai été admirative. Par contre, est-ce que je retournerai voir Tool? Je suis pas sûre parce que, en fait, certes, les lumières sont belles, les lasers sont beaux, les images sont tripesques, etc. Mais au pire, tu te mets les clips en boucle sur ton grand écran de Mac, tu bois 3-4 bières, tu te mets devant et ça fait le même effet. C'est un petit peu méchant ce que je dis, mais c'est un petit peu le truc que j'ai ressenti. C'est pas forcément le type de concert que moi, j'apprécie et que j'attends de voir quand je vais voir un groupe en concert. Du coup, voilà. Je suis contente d'avoir vu Tool parce que j'ai coché une case. C'était pas mauvais, mais c'est pas forcément le type de concert que moi je préfère. Et voici qui clôt cette vidéo sur le Hellfest qui est déjà beaucoup trop longue. Je crois que j'ai filmé quasiment 50 minutes, donc je sais pas comment je vais cutter ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes allé voir au Hellfest, quels ont été vos coups de cœur, vos coups de gueule, les choses que vous n'avez pas appréciées. Essayons de rester assez sobre par rapport à la polémique qu'il y a en ce moment, surtout parce que c'est tout récent, donc voilà. Vous l'aurez compris, mon top concert c'était Envy que j'ai adoré, qui est suivi très probablement par Chargot. Et en troisième, je sais pas trop ce que je mettrais. En troisième, je pense que je mettrais soit Tool, soit Icebreaker. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pensé du Hellfest, quels sont les inconvénients que vous avez pu voir, notamment moi je suis quasiment pas allée à la Warzone, ça se trouve les shots étaient dégueulasses là-bas, j'ai eu l'impression que globalement c'était un festival bien organisé, plutôt propre, plutôt bien géré, même s'il y avait vachement la queue pour aller aux toilettes au niveau de la Valley. Très contente de rencontrer certains d'entre vous qui sont venus me voir ou me dire salut ou me dire qu'ils aimaient mes vidéos, ça me fait toujours énormément plaisir, même si comme je suis un petit peu une cassos, je sais pas toujours quoi répondre, mais sachez que ça me fait très plaisir. On se retrouve très probablement pour parler du Motocultor dans la prochaine vidéo, puisque je vais vous parler des groupes que j'attends et peut-être vous en faire découvrir, qui sait. Sur ce, si vous avez aimé, vous pouvez toujours passer sur mon Utip, c'est le truc qui vous permet de regarder une petite vidéo de 30 secondes et si vous la regardez, eh bien ça me rapporte quelques centimes qui me permettent d'aller bouffer des galettes patates, voilà. Vous pouvez aussi passer sur mon Tipeee ou juste me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, ça aide au référencement de la vidéo. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss! C'est trop dur de filmer sans rigoler. J'avais pas vu. The Young God Censure, j'avais pas vu non plus. J'en peux plus.